Sergueï Lavrov revient sur les nombreuses tentatives de compromis dans le conflit ukrainien et expose sans détour les responsabilités des différentes parties, notamment celles des États-Unis et de l'Ukraine. Écoutez attentivement ces arguments et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Qui, selon vous, porte la responsabilité de l'échec des négociations? Votre avis nous intéresse. Les compromis dans la crise ukrainienne ont été atteints à plusieurs reprises, principalement grâce aux efforts de la Russie. Cela inclut l'accord de règlement conclu après le Maïdan en février 2014, lorsque Victoria Nuland, accompagnée de l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, discutait déjà de la composition du nouveau gouvernement après le coup d'État. D'ailleurs, dès janvier 2014, elle avait clairement défini le rôle que les États-Unis attribuaient à l'Union européenne dans la détermination de l'avenir de l'Ukraine. Ce compromis avait été conclu, mais dès le lendemain, l'opposition a mené un coup d'État sanglant, violant tous les accords conclus. Le deuxième compromis a pris la forme des accords de Minsk, approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces accords, devenus une loi internationale, ont également été bafoués, principalement par la junte ukrainienne. Les États-Unis, quant à eux, observaient avec satisfaction depuis l'autre rive de l'Atlantique, tout en fournissant des armes et en soutenant activement le régime de Kiev. Un autre compromis était proche d'être atteint à Istanbul en avril 2022. Le président Poutine en a parlé en détail à plusieurs reprises. Cependant, il semble que certains commencent à évoquer des idées de concessions territoriales. Mais ces concessions, sur quoi portent-elles exactement? Sur des territoires avec des populations russophones ou simplement sur des terres riches en métaux rares? Si certains imaginent des scénarios de « gel du conflit », tout en continuant, comme à leur habitude, à envisager la poursuite de la guerre, alors il est évident que ces intentions ne sont ni sincères ni crédibles. Concernant le désir des représentants américains de participer au processus de négociation sur l'Ukraine, il est bon de rappeler que ce désir a déjà été satisfait à plusieurs reprises. En février 2014, l'Union européenne, notamment la France et l'Allemagne, avaient solennellement signé un accord entre le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, et l'opposition armée. Cet accord prévoyait la formation d'un gouvernement d'unité nationale et des élections anticipées dans les 6 mois. Mais dès le lendemain, l'opposition a foulé aux pieds cet accord. Lorsque nous avons interpellé les garants européens de cet accord, ils nous ont répondu, presque gênés, que « ce qui est fait est fait ». Ils ont même ajouté que, parfois, la démocratie peut prendre des formes étranges dans son développement. Le second grand compromis, les accords de Minsk, était le fruit d'âpres négociations. Les dirigeants de la Russie, de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine ont passé plus de 17 heures à examiner chaque virgule de ce document visant à régler la situation ukrainienne en accordant un statut spécial à certaines régions du Donbass tout en les maintenant au sein d'un État ukrainien unifié. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ce plan à l'unanimité. Mais dès les premiers jours, la partie ukrainienne a commencé à violer ces accords. Au lieu d'un cessez-le-feu et du retrait des troupes, ce fut le début de bombardements constants sur le Donbass, ainsi que des blocus économiques et hydriques de la Crimée, entre autres provocations. Pour ceux qui imaginent des solutions simples et des compromis faciles, il serait sage de relire l'histoire. Le président Poutine appelle d'ailleurs régulièrement à cette réflexion. Les concessions territoriales, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, ne peuvent être envisagées sans tenir compte des populations qui y vivent. Nous écouterons nos interlocuteurs américains et transmettrons leur position à nos dirigeants, qui prendront ensuite les décisions nécessaires. Les présidents Poutine et Trump avaient déjà convenu de la nécessité de dépasser cette période anormale dans les relations entre deux grandes puissances. Nous restons ouverts au dialogue sur toutes les questions susceptibles d'être réglées de manière constructive. Le discours de Sergueï Lavrov met en lumière plusieurs points cruciaux sur la dynamique du conflit en Ukraine, et il mérite qu'on s'y arrête pour en comprendre les enjeux profonds. Tout d'abord, il insiste sur le fait que la Russie a toujours été ouverte au dialogue et au compromis, que ce soit à travers les accords de février 2014 ou les accords de Minsk. Ces accords, selon Lavrov, avaient pour objectif de stabiliser la situation et de trouver une solution pacifique. Mais à chaque fois, ces compromis ont été, selon ses termes, rastoctants, autrement dit, piétinés. Cela soulève une question importante, pourquoi ces accords ont-ils échoué? Si l'on se penche sur les faits évoqués par Lavrov, il pointe directement la responsabilité des autorités ukrainiennes et, par extension, de leurs soutiens occidentaux. Les États-Unis et l'Europe, malgré leur rôle de garant, semblent avoir failli à empêcher les violations des accords. Prenons l'exemple des accords de Minsk. Ce document avait été validé par le Conseil de sécurité des Nations Unies,
ce qui en faisait presque un texte sacré au niveau du droit international. Pourtant, dès les premiers jours, on a vu des violations répétées par l'Ukraine, bombardements sur le Donbass, blocus économique, et bien d'autres actions hostiles. Comment expliquer cette incapacité à respecter un accord aussi crucial? Est-ce simplement un problème de volonté politique ou y avait-il une stratégie délibérée derrière ces actions? Cela nous mène à un autre point central évoqué dans ce discours, le rôle des États-Unis. Lavrov ne mâche pas ses mots lorsqu'il accuse Washington de tirer les ficelles en coulisses. Il fait notamment référence à Victoria Nuland et à ses interventions dès 2014, où elle discutait déjà de la composition du futur gouvernement ukrainien avant même la chute de Yanukovych. Si l'on suit cette logique, les États-Unis auraient, selon Lavrov, non seulement orchestré le renversement du pouvoir en Ukraine, mais aussi encouragé une ligne dure face à la Russie. Cela renforce l'idée que ce conflit n'est pas seulement une guerre locale, mais bien une confrontation géopolitique entre deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis. Et justement, Lavrov évoque les tentatives récentes de compromis, notamment celles qui ont eu lieu à Istanbul en avril 2022. Selon lui, un accord était très proche d'être trouvé, mais là encore, il a été saboté. Pourquoi? Est-ce que certains acteurs avaient intérêt à prolonger le conflit? Si l'on regarde la situation de manière pragmatique, un conflit prolongé affaiblit la Russie sur le plan économique et militaire, tout en permettant aux industries de défense occidentales de prospérer. Ce facteur économique, rarement évoqué, pourrait bien être l'une des clés pour comprendre la prolongation de cette guerre. Lavrov ne se contente pas de critiquer les autres, il pose également des questions fondamentales sur l'avenir. Que faire maintenant? Peut-on encore trouver un compromis ou est-il trop tard? Il met en garde contre les idées de gel du conflit, qui, selon lui, ne sont que des prétextes pour continuer les hostilités sous une autre forme. Cela nous amène à réfléchir, qu'est-ce qu'un vrai compromis? Est-il possible de trouver un terrain d'entente alors que les objectifs des deux camps sont si divergents? Pour conclure, ce discours est un appel à revisiter l'histoire récente et à analyser les faits avec lucidité. Lavrov invite non seulement à une réflexion sur les responsabilités, mais aussi sur les conséquences de ce conflit pour l'Europe, la Russie et le monde entier. Les Européens, en particulier, ont un rôle clé à jouer. Sont-ils simplement des spectateurs ou peuvent-ils peser davantage dans les négociations? C'est une question qui mérite d'être posée. Alors, après avoir entendu Lavrov et cette analyse, je vous invite à réfléchir à votre propre position. Pensez-vous qu'un compromis est encore possible? Ou bien sommes-nous déjà dans une logique d'escalade incontrôlable? Laissez vos avis en commentaire, car c'est ensemble, en confrontant nos idées, que nous pourrons peut-être mieux comprendre les enjeux de cette crise. À très bientôt. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.